Ce matin-là, en ouvrant mon relevé bancaire, j'ai compris qu'on pouvait vous voler sans même entrer chez vous. Les chiffres dansaient sous mes yeux, flous, irréels. Trois retraits de 1 200 € chacun, tous espacés de quelques jours, tous effectués depuis mon compte de retraite. Et pourtant, je n'avais rien dépensé. Rien, à part mes courses du marché et le plein de ma vieille Clio. J'ai cru à une erreur, peut-être un bug de la banque. J'ai appelé aussitôt. La voix au téléphone, polie, mécanique, m'a répondu: mais madame, ces retraits ont été faits en ligne, depuis votre compte sécurisé. À votre nom. Mon nom, deux mots qui résonnaient comme une gifle. J'ai raccroché sans même écouter la fin. J'ai eu un vertige. Je m'appelle Monique, j'ai 69 ans, veuve depuis 8 ans, et toute ma vie, j'ai travaillé comme comptable. Les chiffres, c'est mon domaine. Les erreurs, je les repère d'instinct. Mais cette fois, ce n'était pas une erreur, c'était une trahison. J'ai repris mes relevés des 3 derniers mois. Les retraits se répétaient, réguliers, précis, 1 200, puis 1 200, encore 1 200. Toujours la même date, le même virement sortant vers un compte libellé C'est Dupont. Dupont. J'ai eu un frisson. Le nom de jeune fille de ma belle-fille, Camille. J'ai voulu me convaincre que non, que c'était une coïncidence, une homonymie, mais une phrase s'est imposée dans ma tête. Ne signe jamais de papier sans tout lire. Une phrase de mon mari, disparu trop tôt, qui me manquait chaque jour. J'ai alors repensé à ce jour où Camille m'avait apporté une pile de documents en me disant: c'est juste pour t'aider à gérer les démarches, toi, monsieur, tu sais, les sites en ligne, la sécurité sociale, tout ça. C'est compliqué. Elle avait pris ce ton faussement doux, celui qu'on emploie avec les enfants ou les vieux. Et moi, j'avais signé. Je me suis assise dans mon salon, le papier du relevé tremblant dans ma main. La pendule battait le temps, implacable. Sur la table, une photo de famille. Mon fils Alexandre, Camille et leur fille Lucie, 3 ans, riant à pleines dents. Je les aimais tant. J'avais payé leur caution pour l'appartement, gardé Lucie chaque mercredi, offert la poussette dernier cri. Et maintenant, ma propre belle-fille avait vidé mon compte, sans un mot, sans remords. Un bruit à la fenêtre m'a tiré de mes pensées. Le vent. J'ai soudain eu froid, un froid profond, celui qui vient de l'intérieur. Je me suis forcée à respirer lentement. Pas de panique, Monique, pas de colère, des faits. J'ai pris un carnet, celui où j'écris mes dépenses depuis 30 ans, et j'ai noté: 15 avril, retrait, 1 200 €, 22 avril, retrait, 1 200 €, 30 avril, retrait, 1 200 €. Puis, en dessous, 3 mots en lettres capitales. Qui m'a fait ça? Le téléphone a sonné. Alexandre. Mon cœur s'est serré. Salut maman, ça va? Oui, oui. Dis-moi, tu sais si Camille a utilisé mon ordinateur récemment? Pourquoi? Juste comme ça. Il a hésité, puis a ri. Elle t'a sûrement aidé pour tes impôts, non? Elle est forte avec ses trucs en ligne. Oui, forte. Trop forte. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. C'était donc vrai. Elle s'était servie de cette procuration. Elle avait fouillé mes comptes, comme on fouille un tiroir de vieilles affaires. J'ai eu honte. Honte de m'être laissé faire. Honte d'avoir cru qu'aider les jeunes, c'était leur donner tout. Ce soir-là, je n'ai pas dîné. J'ai éteint la lumière du salon et je suis restée des heures à regarder le reflet de la lune sur les vitres. Je n'avais plus peur, juste cette phrase en tête. Tu m'as volé, Camille. Mais tu ne sais pas encore ce que c'est, être vieille, et savoir la loi. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Le lendemain matin, je me suis levée tôt, trop tôt. Le café avait un goût amer, la radio récitait les nouvelles sans que je les entende. J'avais à peine dormi, toute la nuit, j'avais repassé chaque détail, les signatures, les mots de Camille, les sourires, ces sourires polis qu'elle m'adressait depuis des mois, que je prenais pour de la gentillesse. En réalité, c'était de la stratégie. Je me suis installée devant mon ordinateur, décidée à comprendre. Mon fils m'avait offert cette machine pour Noël, il y a 2 ans. Comme ça, tu pourras faire tes virements toute seule, maman. Ironie. J'ai ouvert mon espace bancaire, les transactions s'affichaient en ligne claire et froide. Tous les retraits avaient été faits depuis le même appareil, le sien. Le navigateur gardait la trace d'une adresse IP. Je ne savais pas ce que c'était exactement, mais je savais une chose. Ça voulait dire qu'on pouvait prouver d'où venaient les mouvements. Et ça, c'était une arme. Je suis allée à la banque. Mon conseiller, un jeune homme qui aurait pu être mon petit-fils, m'a accueilli avec un sourire pressé.
Vous savez, madame, ces autorisations en ligne, c'est fréquent. Peut-être un membre de votre famille? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Justement, c'est bien ce que je redoute. Il a tapoté sur son clavier, jeté un œil à l'écran, puis a pâli légèrement. Effectivement, les connexions proviennent toutes du même appareil, identifié dans vos préférences. Un appareil ajouté à votre profil en janvier dernier. Vous souvenez-vous de cette date? Janvier. Oui, c'était le mois où Camille m'avait fait signer la procuration pour m'aider. J'ai senti un mélange étrange, la colère, la honte et une forme d'humiliation tranquille. J'ai remercié le conseiller, pris les copies qu'il m'a imprimées et je suis sortie. Dehors, le vent me giflait le visage. J'ai marché longtemps dans les rues de Bordeaux, le dossier serré contre moi. J'avais l'impression de porter une bombe entre les mains. Pas une bombe qui explose avec du bruit, mais une qui détruit en silence. Chez moi, j'ai tout posé sur la table. Les preuves, les signatures, les retraits et une vieille photo d'Alexandre enfant, tenant ma main dans la cour de l'école. Où t'ai-je perdu mon fils? Je n'arrivais pas à croire qu'il ne savait rien. Alexandre n'était pas un monstre. Il était distrait, naïf peut-être, mais pas cruel. Pourtant, comment expliquer ces retraits sans qu'il s'en rende compte? Camille gérait leur compte, elle gérait tout. Elle avait fait de lui un spectateur dans sa propre vie. L'après-midi, j'ai décidé d'appeler, juste pour prendre des nouvelles. Allô Alexandre? Vous allez bien, ma chérie? C'est Camille qui a décroché. Oui, maman Monique, tout va bien. On était justement en train de regarder pour les vacances d'été. Sa voix sonnait légère, faussement aimable. Oh, vous partez? Oui, probablement la Corse. Mais tu sais, avec les prix en ce moment, c'est un peu serré. Serré? Avec mon argent, sûrement pas. Je comprends, ai-je répondu calmement. Moi aussi, j'ai eu quelques dépenses inattendues. Oh, oui, mais rien de grave. Juste quelques retraits étranges. Un silence, léger mais perceptible, puis elle rit. Tu sais, avec les banques en ligne, il y a souvent des erreurs. Faut pas t'inquiéter. Bien sûr, tu as raison, je ne m'inquiète jamais. Quand j'ai raccroché, j'ai su. Ce rire-là, je l'avais déjà entendu. Celui de quelqu'un qui ment et croit qu'on ne s'en rend pas compte. J'ai pris mon carnet et noté Camille au téléphone. Mensonge évident, elle sait. Le soir venu, j'ai dîné seule, la télévision allumée sans son. Les images défilaient devant moi, mais mon esprit était ailleurs. Je repensais à toutes les fois où je m'étais dit que j'étais chanceuse d'avoir une belle-fille aussi attentionnée. À chaque repas où elle m'avait servi en me disant «Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout». Oui, elle s'occupait de tout, même de mes comptes. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je ne dirai rien. Pas encore. J'attendrai. J'observerai. Parce que si Camille pensait que j'étais trop vieille pour comprendre, elle allait bientôt apprendre qu'une femme de 69 ans, comptable pendant 40 ans, pouvait encore compter bien mieux qu'elle. Le dimanche suivant, j'ai été invitée à déjeuner chez Alexandre et Camille. Juste un repas tranquille en famille, m'avait dit mon fils au téléphone, d'une voix enjouée, presque coupable. J'ai hésité. Mon instinct d'aube me soufflait de ne pas y aller, mais ma raison voulait voir leur visage, lire dans leurs yeux ce qu'ils essayaient encore de me cacher. Alors j'ai accepté. Leur appartement, je le connaissais par cœur. C'était moi qui avais payé la moitié du dépôt de garantie quand ils l'avaient loué. Les rideaux, la table, même la machine à café, tout avait été acheté avec mes petits coups de main. Pourtant, quand j'ai franchi la porte ce jour-là, je me suis sentie étrangère. Camille m'a accueillie avec son sourire de façade, trop large pour être sincère. Bonjour, maman Monique, on est ravis de te voir. Elle m'a embrassée du bout des lèvres, un parfum sucré qui m'a donné la nausée. Alexandre est apparu derrière elle, un peu gêné, tenant sa fille Lucie dans les bras. Salut, maman, tu as bonne mine. J'ai forcé un sourire. Merci, mon chéri, ça fait plaisir de te voir. La table était déjà dressée. Trop parfaite, comme si tout devait donner l'impression d'une harmonie artificielle. Du poulet rôti, des légumes au four, du vin. Lucie babillait gaiement dans sa chaise haute, inconsciente de la tension qui flottait. Pendant que Camille parlait, je l'observais discrètement. Sa manière de couper la viande sans me regarder, de froncer les sourcils quand Alexandre me posait une question. Elle voulait le contrôle, toujours. Alors Monique, tu as réussi à te débrouiller avec les sites administratifs finalement? Oui, ai-je répondu doucement. J'ai pris un peu de temps pour m'y remettre. Ah, tant mieux, ça t'évitera de m'appeler pour chaque démarche.
Elle a ri, ce petit rire sec qui grince comme une porte mal huilée. Alexandre a levé les yeux de son assiette. Camille, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Oh, mais je plaisante, voyons. Elle m'a lancé un regard rapide, celui qu'on donne à une personne dont on se moque mais qu'on veut garder sous contrôle. J'ai avalé une gorgée d'eau, puis j'ai décidé de parler. Pas d'accusation, juste un test. Dis-moi, Camille, tu te souviens de ces papiers que je t'ai signés en janvier? C'était bien pour la sécurité sociale, n'est-ce pas? Un léger silence. Ses doigts se sont arrêtés sur le couteau. Oui, bien sûr. Tu avais du mal avec les formulaires. Tu te rappelles? Pourquoi? Oh, pour rien. Juste que la banque m'a dit qu'il y avait eu des connexions depuis ton ordinateur. Son sourire s'est fendu. Elle a posé calmement sa fourchette. Ah. Oui, j'ai dû me connecter pour t'aider à renouveler ton mot de passe, c'est tout. C'est tout, oui. Nos yeux se sont croisés. Pendant une seconde, plus personne n'a parlé. Même Lucie s'est tue. Alexandre, mal à l'aise, a brisé le silence. Maman, tu te fais des idées? C'est moi qui lui ai dit d'utiliser ton compte pour t'aider, tu sais. Je l'ai regardé, mon fils, mon grand garçon, celui que j'avais nourri, soigné, défendu, et j'ai compris qu'il mentait, pas par méchanceté, mais par faiblesse, par amour pour une femme qui savait le manipuler mieux que moi. Alors j'ai souri, un sourire tranquille, presque maternel. Oh, ne t'inquiète pas, Alexandre, je ne me fais jamais d'idées. J'aime juste comprendre comment fonctionnent-elles les choses. Camille a repris son ton léger. Allons, profitons du repas, d'accord? Ce serait dommage de parler de paperasse un dimanche. Après le café, elle s'est levée pour débarrasser. J'ai proposé mon aide, mais elle a insisté. Non, non, assieds-toi, tu vas te fatiguer. On s'occupe de tout. Dans la cuisine, j'ai entendu des bribes de conversation étouffées. La voix d'Alexandre, inquiète. Elle sait quelque chose, Camille. Et la sienne, plus dure, elle ne fera rien, elle n'a jamais rien fait. Je me suis levée sans bruit, j'ai pris mon manteau et j'ai embrassé Lucie sur le front. À bientôt, ma chérie. Camille est revenue, feignant la surprise. Tu pars déjà? Oui, je préfère rentrer avant la pluie. En descendant les escaliers, j'avais le cœur lourd mais clair. J'avais ma réponse. Oui, elle savait. Oui, ils mentaient tous les deux. Mais elle avait tort sur un point. Je n'étais plus cette femme qui ne faisait jamais rien. Le jeudi suivant, Camille m'a appelée. Sa voix sonnait douce, trop douce. Monique, tu fais quelque chose samedi? Alexandre voulait qu'on se retrouve tous ensemble, tu sais, pour un petit dîner à la maison. Lucie adore quand tu viens. J'ai hésité. J'avais promis à Mireille, ma voisine, de l'accompagner au marché de Noël, mais une intuition plus forte a parlé à ma place. Oui, bien sûr, je viendrai. Le samedi soir, j'ai mis ma plus belle écharpe, celle que m'avait offerte Alexandre pour mes 60 ans. Une manière de me rappeler qu'avant tout, j'étais sa mère, pas une étrangère qu'on tolère à table. Quand je suis arrivée, l'appartement brillait. De la vaisselle neuve, des chandeliers, un parfum cher qui emplissait la pièce. Camille flottait autour de la table, parfaite dans sa robe ivoire. Entre, Monique, fais comme chez toi, comme chez moi. J'ai failli rire. Le dîner a commencé dans une ambiance feinte, forcée. Camille parlait sans arrêt de ses projets. Un nouveau voyage, un partenariat d'influence, une voiture électrique qu'il envisageait d'acheter. C'est incroyable, ai-je dit. Tout ça, c'est grâce à ton travail alors? Ah, évidemment, répondit-elle avec ce ton léger, celui qu'elle prend quand elle ment. Alexandre s'est raclé la gorge. Et puis, maman nous aide beaucoup aussi, hein? Camille a levé les yeux vers lui, sèchement. Oh, Alexandre, ce n'est pas le moment d'en parler. Je sentais la tension sous les sourires. Ils évitaient le sujet, le faisaient tournoyer comme un secret mal enterré. J'ai joué le jeu, je savais attendre. Le repas s'est poursuivi, et plus les verres de vin se vidaient, plus Camille se sentait puissante. Tu sais, Monique, on parle souvent de toi à nos amis. Ils te trouvent tellement courageuse. Courageuse? Oui, à ton âge, vivre seule, gérer tes comptes, c'est admirable. Elle a insisté sur le mot tes comptes, comme un clin d'œil venimeux. Mais parfois, continua-t-elle, il faut savoir déléguer. Le monde change vite, tu sais. Les retraites, les papiers, tout ça, c'est compliqué. Je l'ai regardée longuement, sans un mot. Elle cherchait une réaction. Et tu sais quoi? Ajouta-t-elle riante. J'ai dit à Alexandre que si un jour tu voulais, je pourrais tout gérer pour toi, comme une vraie fille. Autour de la table, le silence est tombé. Alexandre a baissé les yeux. J'ai souri calmement.
C'est gentil, Camille. Mais je préfère encore savoir qui touche à mon argent. Son sourire s'est figé, le vin s'est arrêté de couler. Elle a répondu sèchement: «Oh, tu sais, on parle d'argent comme si c'était sacré. Ce n'est que du papier, non?» J'ai reposé mon verre. Peut-être, mais le papier, c'est parfois la seule chose qui prouve qu'on ne s'est pas laissé voler. Je crois qu'à cet instant, elle a compris que quelque chose avait changé. Mon ton n'était plus celui d'une vieille femme docile. Il y avait dans ma voix quelque chose qu'elle ne connaissait pas, la fermeté tranquille. Mais Camille n'était pas du genre à reculer. Tu deviens un peu méfiante, non? Tu sais, il faut apprendre à faire confiance. Je fais confiance, ai-je répondu. À la loi. Alexandre a levé la tête brusquement. Maman, tu insinues quoi, là? Rien, mon chéri, je constate simplement que certaines choses ne sont plus très claires. Camille a éclaté d'un rire nerveux. Oh, Monique, tu dramatises toujours. On dirait que tu nous soupçonnes d'un crime. Peut-être pas encore, ai-je dit doucement. Après cette phrase, elle a posé brutalement sa fourchette. Le tintement du métal a claqué dans l'air. Tu sais quoi? J'en ai marre de ce ton accusateur. On t'invite, on t'accueille, et toi, tu nous regardes comme si on te voulait du mal. Sa voix montait. Alexandre tentait de calmer le jeu, mais elle continuait, les yeux brillants de colère. Si tu crois qu'on profite de toi, dis-le clairement. Tu veux que je le dise? D'accord, ai-je murmuré. Je crois que tu as oublié la différence entre aider quelqu'un et lui prendre ce qu'il a. Silence. Puis elle s'est levée brusquement et a quitté la table. Alexandre a poussé un long soupir épuisé. Maman, tu n'aurais pas dû. Peut-être, mais il fallait que quelqu'un le dise. Je suis partie peu après. Dans l'ascenseur, mes mains tremblaient, mais pas de peur. Pour la première fois depuis des mois, j'avais dit la vérité, même si ça faisait mal. Et sous ce malaise, quelque chose naissait enfin. La certitude que Camille ne me ferait plus jamais plier. Le lendemain matin, la maison sentait le café froid et la vengeance discrète. J'avais dormi à peine 3 heures. Mes pensées tournaient sans fin autour d'une idée fixe. Prouver, pas crier, pas pleurer, pas accuser. Prouver. Les gens comme Camille ne croient qu'aux documents, pas aux émotions. J'ai ouvert le tiroir du bureau, celui où je range tous mes papiers depuis 40 ans. Contrats, quittances, lettres, relevés. Mon univers de chiffres et de preuves. Et là, coincé entre un vieux relevé EDF et un reçu d'assurance, j'ai retrouvé une pochette beige. L'écriture au feutre noir était la mienne. Procuration janvier. Mes doigts tremblaient un peu. J'ai sorti la feuille. Elle portait ma signature, celle de Camille, et celle du conseiller de la banque. La lecture m'a glacé le sang. Autorise Madame Camille Dupont à gérer, consulter et effectuer toute opération financière au nom de Madame Monique Delval. Toute opération. Je relisais ces mots encore et encore. Je l'avais signée, cette procuration, aveuglée par la confiance, par l'amour d'une femme que j'avais accueillie comme une fille. Elle avait tout prévu. J'ai pris une grande inspiration. Puis, calmement, j'ai allumé la lampe, sorti une loupe, un vieux réflexe de comptable, et j'ai examiné les lignes en bas de la page. Sous le tampon de la banque, une date m'a sauté aux yeux. 10 janvier. Ce jour-là, j'étais malade, une bronchite carabinée. Je me souvenais parfaitement être restée chez moi, incapable de sortir. Alors comment aurais-je pu signer à la banque? Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai attrapé mon agenda de cette semaine-là. En marge du 10 janvier, j'avais noté en lettres capitales: Docteur Marchand, 14h30. J'y étais, chez le médecin, pendant qu'on signait à ma place. La feuille a glissé de mes mains, un mélange de nausée et de lucidité m'a traversée. Camille n'avait pas seulement profité de moi, elle avait usurpé ma signature. Je me suis assise lentement, le souffle court. Je me revoyais ce jour-là. Elle qui venait avec des papiers, un sourire, un ton rassurant. C'est juste un renouvellement de dossier, Monique. Signe-là, tu sais que je m'occupe de tout. Et moi, fatiguée, confiante, j'avais signé sans lire. J'ai refermé la pochette, rangé les papiers dans une chemise rigide et j'ai pris un stylo. Sur la couverture, j'ai écrit en lettres nettes: Dossier Camille. Puis j'ai commencé ma liste, ligne par ligne. Procuration datée du 10 janvier, incohérente. Relevé bancaire avec retrait non justifié. Témoignage possible. Médecin, preuve de rendez-vous. Conversation téléphonique du 22 avril. Mensonge sur les retraits. Quand j'ai levé la tête, il était midi passé. J'avais faim, mais une faim différente, celle d'une justice froide. Le téléphone a vibré.
Un message d'Alexandre. Camille Billy est encore contrariée par hier. Tu pourrais l'appeler pour t'excuser? Je suis restée un moment à fixer l'écran. Incrédule. M'excuser? Moi? Puis j'ai tapé lentement. Je n'ai rien à regretter, Alexandre. Mais dis-lui que tout finit toujours par s'éclaircir. J'ai déposé le téléphone, satisfaite de la formule. En fin d'après-midi, Mireille, ma voisine, est passée prendre le café. Une femme au regard clair, ancienne greffière de tribunal, qui connaît la loi mieux que certains avocats. Tu as mauvaise mine, Monique. Il s'est passé quelque chose? J'ai hésité, puis j'ai ouvert la pochette beige et lui ai tendu la procuration. Elle a lu en silence, ses lunettes glissant sur le bout de son nez. Quand elle a levé la tête, son regard n'avait plus rien de doux. Ça, ma belle, c'est un abus de faiblesse pur et simple, et peut-être même une falsification. Tu en es sûre? Je l'ai vu des dizaines de fois. Et crois-moi, si tu veux agir, la loi est de ton côté. Je suis restée un instant sans voix. Agir? Tu veux dire porter plainte? Pas encore. Commence par consulter un avocat, quelqu'un de discret, compétent. Ne dis rien à ta famille. Garde ton calme. J'ai hoché la tête. Le soir même, j'ai cherché dans mon carnet d'adresses. Maître Delorme, ancien collègue d'un ami spécialisé dans le droit des familles. J'ai trouvé son numéro, noté sur une vieille carte cartonnée. En me couchant, j'ai rangé la pochette sous mon oreiller, comme un bouclier. Et avant de fermer les yeux, une phrase m'a traversé l'esprit, nette, froide, déterminée. Camille a voulu me traiter comme une vieille femme sans défense. Elle va découvrir ce que c'est qu'une vieille femme qui sait compter. Le lendemain, je me suis réveillée avant le soleil, avec la même énergie que jadis, quand je devais préparer la comptabilité d'un trimestre entier avant midi. Cette fois, le dossier à équilibrer, c'était ma vie, et le déséquilibre portait un prénom, Camille. J'ai bu mon café debout, sans sucre, face à la fenêtre embuée. Dans le reflet, je me suis vue telle que je ne m'étais plus regardée depuis longtemps, droite, le regard calme, le visage marqué, mais lucide. Ce n'était plus la mère aimante qu'on pouvait manipuler, c'était la femme qui allait remettre les choses à leur place. À 9 heures précises, j'ai appelé le cabinet de Maître Delorme. Une voix féminine, claire, m'a répondu. Cabinet Delorme, bonjour. Bonjour, ici Monique Delval. Je souhaiterais un rendez-vous pour une affaire de procuration bancaire abusive. Il y a eu un petit silence, puis la secrétaire a répondu avec un ton plus sérieux. Très bien, Madame Delval. Nous avons un créneau aujourd'hui à 16 heures. Cela vous conviendrait? Parfait, ai-je dit. Le reste de la matinée, j'ai rassemblé les pièces. Relevé bancaire, photocopie de la procuration, notes manuscrites, l'agenda avec la date du médecin. J'ai glissé le tout dans une pochette bleue, sobre, sans un pli. J'avais l'impression de redevenir comptable, mais cette fois, c'était mon existence que je défendais, pas les bilans d'une entreprise. Avant de partir, j'ai appelé Mireille. J'ai rendez-vous à 16 heures? Bien. Et souviens-toi, Monique, calme et précision. Laisse les preuves parler. Le cabinet de Maître Delorme se trouvait dans un immeuble ancien, près du jardin public. L'accueil sentait le bois ciré et le papier neuf. Une jeune assistante m'a fait entrer dans un bureau clair, bordé de bibliothèques remplies de codes et de classeurs. L'homme derrière le bureau leva les yeux. Cinquantaine élégante, costume gris anthracite, regard doux mais perçant. Bonjour, Madame Delval, installez-vous, je vous écoute. J'ai tout raconté, du début, les retraits, la procuration, les soupçons, le dîner, la phrase de Mireille. Il m'a écouté sans m'interrompre, hochant lentement la tête, prenant parfois une note. Quand j'ai terminé, il a ouvert la pochette bleue et lu attentivement chaque document. Le silence dura plusieurs minutes, puis il releva les yeux. Vous avez bien fait de venir. Ce que vous décrivez, Madame Delval, entre parfaitement dans le cadre d'un abus de faiblesse et possiblement d'une falsification de signature. Elle a signé à ma place. J'en suis certaine. Nous pouvons le prouver, répondit-il calmement. Un expert en graphologie comparera votre signature d'origine avec celle du document litigieux. Si elle est falsifiée, c'est un délit pénal. Et si elle ne l'est pas, alors nous attaquerons sur l'abus de procuration. Vous êtes âgé, elle a profité de votre confiance pour effectuer des opérations non autorisées. Dans les deux cas, la justice reconnaît la faute. Il s'est penché légèrement en avant. Mais il y a une condition. Vous devez garder le silence absolu, pas un mot à votre fils, surtout. Il est peut-être impliqué ou simplement manipulé.
Dans les deux cas, il faut éviter qu'il se prépare. J'ai hoché la tête. Je ne dirai rien. Il a esquissé un sourire satisfait. Très bien, je vais contacter discrètement la banque et le médecin pour obtenir les justificatifs. En attendant, continuez comme si de rien n'était. Et surtout, il a levé un doigt. Ne laissez jamais transparaître que vous savez. En sortant du cabinet, j'avais la tête haute, le pas léger. Le vent frais d'avril me piquait le visage, mais j'aimais cette morsure. C'était la sensation de reprendre le contrôle. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée chez Mireille. Alors demanda-t-elle, les mains dans son tablier. Il m'écoute, il me croit, et il agit. Elle a souri, un sourire lent, complice. Alors, ma belle, ton heure arrive. Le soir, j'ai reçu un appel d'Alexandre. Maman, tout va bien? Camille dit que tu semblais un peu distante ces derniers temps. Distante? Oh non, mon chéri, je réfléchis simplement. À quoi? À remettre un peu d'ordre dans mes affaires. Il a ri nerveusement. Tu n'as pas besoin de ça, maman. Camillo s'en occupe déjà. Justement, ai-je répondu doucement. Peut-être qu'il est temps qu'elle s'occupe un peu moins de moi. J'ai raccroché, et j'ai senti pour la première fois depuis longtemps que la peur avait quitté ma maison. À sa place, il n'y avait plus qu'une force tranquille, celle d'une femme âgée, invisible pour le monde, jusqu'au jour où elle décide qu'on la verra. Les jours suivants, j'ai repris ma routine avec un calme presque fin. J'allais au marché, saluais les voisins, faisais semblant de ne rien savoir. À l'extérieur, j'étais la même Monique qu'ils connaissaient tous, polie, discrète, un peu lente à la caisse, toujours souriante. Mais à l'intérieur, j'étais une mère en préparation. Chaque matin, j'ouvrais ma boîte mail. Et puis, le 5 mai à 8h42, un message de maître Delorme est arrivé. Objet, avancement du dossier. Madame Delval, la banque a confirmé par écrit que la procuration a été activée depuis l'ordinateur de Madame Camille Dupont. L'expertise de signature est lancée. Nous aurons les résultats d'ici 10 jours. Continuez à garder votre calme et surtout, laissez-la faire. Plus elle agit, plus elle s'enfonce. Je l'ai relue 3 fois. Laissez-la faire. Cette phrase est restée en moi comme un refrain. Alors j'ai obéi. Le dimanche suivant, Camille m'a téléphoné. Sa voix faussement enjouée me donnait envie de serrer le combiné jusqu'à le briser. Monique, justement, je pensais à toi. Tu sais que ta facture d'électricité est très élevée? J'ai vu sur ton espace en ligne que tu pourrais économiser beaucoup si tu changeais de fournisseur. Je me suis figée. Elle regardait encore mes comptes. Tu as regardé mon espace en ligne? Oui, enfin, tu m'avais donné ton mot de passe, non? Ah, peut-être, ai-je dit calmement. Merci de t'en occuper, Camille. C'est normal, tu sais. Je fais ça pour t'aider. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti un calme glacial. Cette femme se croyait invincible. Le lendemain, j'ai appelé Mireille. Elle continue. Parfait, a-t-elle dit. Plus elle touche, plus ton dossier devient béton. Et effectivement, tout s'enchaîna vite. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de maître Delorme. Madame Delval, nous avons quelque chose. Les retraits du 30 avril ont été faits depuis un appareil connecté à son réseau Wi-Fi personnel. Vous pouvez le prouver? Oui, et ce n'est pas tout. Une partie des fonds a été transférée sur un compte à son nom propre, libellé Économie Vacances. J'ai éclaté d'un rire sec. Vacances? Avec ma pension. Très bien, ai-je dit. Et maintenant? Maintenant, nous laissons encore un peu de corde. Vous allez recevoir un virement de test de 500 € que nous ferons passer pour une erreur bancaire. Si elle les prend, c'est fini pour elle. Le plan était simple. Le lendemain, la somme est apparue sur mon compte. Et 2 jours plus tard, elle avait disparu. 500 €, envolés, transférés sur le même compte économie vacances. Je n'ai rien dit. J'ai simplement imprimé les relevés et envoyé les captures à maître Delorme. Le soir, j'ai reçu son message. C'est suffisant. Nous avons tout. Préparez-vous, Madame Delval. À partir de maintenant, c'est nous qui jouons. Ce soir-là, j'ai préparé du thé et je me suis assise face à la fenêtre. La ville brillait sous la pluie. Les voitures passaient en silence. J'ai pensé à mon mari et à ce qu'il aurait dit de tout cela. Lui, si juste, si droit. Il aurait probablement haussé les épaules et murmuré « Les masques finissent toujours par tomber ». Et les siens, à elle, commençaient à se fissurer. 2 jours plus tard, Camille Stess y est passée à l'improviste, sans prévenir, comme à son habitude.
Je venais voir si tout allait bien, dit-elle en entrant sans même attendre mon invitation. Elle portait un manteau beige, trop luxueux pour ses moyens. Très bien, merci, ai-je répondu en rangeant lentement mes papiers. Oh, tu sais, Alexandre est inquiet. Il dit que tu sembles distante, un peu froide. Froide? Non, je réfléchis, c'est tout. À quoi donc? Je l'ai regardé dans les yeux, longuement. À ce que les gens méritent vraiment, Camille? Un léger tremblement a traversé son sourire. Elle a regardé autour d'elle comme si quelque chose lui échappait. Tu sais, Monique, tu devrais me faire confiance. Je te fais confiance, ai-je murmuré. Autant que la justice te fera confiance très bientôt. Mais je n'ai pas dit cette dernière phrase à voix haute. Pas encore. Quand elle est partie, j'ai appelé maître Delorme. Elle est venue chez moi, elle sent que quelque chose change. C'est parfait, la peur va la faire commettre l'erreur finale. Et en raccrochant, j'ai compris que le calme avant la tempête touchait à sa fin. La prochaine fois que Camille franchirait cette porte, elle ne trouverait plus la vieille femme douce qu'elle croyait tenir entre ses doigts. Elle trouverait le témoin silencieux de sa propre chute. Les jours suivants furent étrangement paisibles. Un silence lourd s'était installé autour de moi, comme celui qui précède les orages d'été. Camille ne m'appelait plus, Alexandre non plus. Pas un message, pas une visite, c'était presque reposant. Mais je savais que ce n'était pas fini. Quand le silence vient de ceux qui ont quelque chose à cacher, il n'annonce jamais la paix. Le mercredi, maître Delorme m'a téléphoné. Madame Delval, tout est prêt. Nous avons assez d'éléments pour déposer plainte et lancer une procédure civile. Quand? Dès que vous serez prête. Mais avant cela, j'aimerais que nous laissions tomber un dernier fil. Un fil? Oui, vous allez lui faire croire que vous avez besoin d'elle, que vous êtes de nouveau perdu avec vos papiers, qu'elle peut revenir vous aider. Nous devons provoquer un dernier mouvement de sa part, une action claire et récente. Après ça, plus de doute possible. Je suis restée un moment silencieuse. L'idée de la revoir, de lui parler, me répugnait. Mais il avait raison. Il fallait qu'elle se trahisse elle-même. D'accord, ai-je fini par dire. Je le ferai. Le soir même, j'ai composé son numéro. Ma voix tremblait légèrement, mais j'ai réussi à sonner juste, fatiguée, fragile. Camille, c'est Monique. Oh, Monique, quelle surprise. Tout va bien? Non, pas vraiment. Je crois que j'ai encore fait une bêtise avec mes factures. Je ne comprends plus rien à ces sites. Tu pourrais passer demain, juste pour m'aider un peu. Un court silence, puis sa voix s'est adoucie, mielleuse. Bien sûr, maman Monique, je passerai demain matin. Quand j'ai raccroché, un mélange de tension et d'excitation m'a envahi. J'allais lui tendre un piège, oui, mais un piège fait de sa propre arrogance. Le lendemain, j'étais prête avant l'aube. Sur la table, j'avais disposé quelques papiers, des factures réelles et d'autres copies préparées par maître Delorme, toutes soigneusement annotées, prêtes à la faire tomber. À 10 heures pile, la sonnette a retenti. Camille entra, toujours impeccable, parfumée, un sourire qu'elle croyait rassurant sur les lèvres. Oh là là, tu as encore sorti tous tes papiers, Monique. Tu vas te perdre là-dedans. Justement, ai-je répondu doucement. J'aimerais que tu m'aides à faire un virement. C'est urgent, paraît-il. Je lui ai tendu un papier où figurait un faux numéro de compte, celui créé par l'avocat, sous contrôle de la gendarmerie. Elle s'est installée devant l'ordinateur, confiante, familière, comme chez elle. Tu veux que je le fasse à ta place? Oui, s'il te plaît. J'ai peur de me tromper. Elle a souri, satisfaite, et a commencé à taper. Ses doigts allaient vite, précis, habiles, trop habiles. Pendant qu'elle écrivait, j'observais son profil, ses yeux fixés sur l'écran, ce petit froncement de sourcils qu'elle faisait quand elle se concentrait, son souffle régulier. Une étrangère, voilà ce qu'elle était devenue. Une étrangère qui me volait sans trembler. Voilà, c'est fait, dit-elle enfin en cliquant sur Valider. Merci, Camille. Tu es vraiment douée pour tout ça. Oh, c'est normal. Je sais que ces choses te dépassent un peu. Je lui ai servi un café calmement. J'ai même ajouté un petit biscuit. Pendant qu'elle parlait de ses projets d'investissement, je souriais. Si seulement elle savait que chaque mot, chaque clic était enregistré. 1 heure plus tard, elle était repartie, légère, en me laissant une bise sur la joue. Repose-toi, Monique. Laisse-moi gérer, d'accord? Oui, ma chérie, je te fais confiance. Dès la porte refermée, j'ai pris le téléphone. C'est fait, maître. Elle a réalisé le virement. Sa voix a eu une inflexion sèche et professionnelle. Parfait, tout a été enregistré.
Vous venez de lui donner la corde qu'il nous manquait. Ce soir-là, j'ai dormi profondément. Pas d'insomnie, pas de cauchemar. Juste le sentiment étrange, rare, d'avoir repris mon destin en main. Mais au matin, une ombre est venue troubler ma sérénité. Un appel d'Alexandre. Maman, Camille m'a dit qu'elle était passée hier. Tu avais encore besoin d'aide? Oui, elle m'a donné un coup de main. Tu sais, elle se sent un peu blessée parfois. Elle pense que tu ne lui fais plus confiance. Qu'elle se rassure, ai-je répondu doucement. La confiance, Alexandre, c'est comme l'argent. Quand on la vole, on ne la récupère jamais vraiment. J'ai raccroché avant qu'il ne réponde, puis j'ai allumé la radio. Une voix parlait de pluie sur Bordeaux. Moi, je ne voyais qu'un ciel dégagé, parce que dans ma vie, la tempête, désormais, allait changer de direction. 2 jours plus tard, le téléphone a sonné à 7h40. Je savais déjà qui c'était. Madame Delval, ici maître Delorme. Nous avons reçu la confirmation officielle du virement effectué par votre belle-fille. L'argent est bien arrivé sur le compte sous surveillance, comme prévu. Et, détail intéressant, elle a transféré moins de 2 heures plus tard une partie de la somme vers son propre compte personnel. J'ai fermé les yeux, laissant le silence durer. Donc elle est prise? Exactement. Et pas seulement pour abus de faiblesse, mais pour escroquerie aggravée. Je n'ai rien répondu pendant quelques secondes. Ce n'était pas la joie que je ressentais, ni même la satisfaction. C'était une forme de paix, froide, dense, solide. Quelle était la prochaine étape? Nous déposons la plainte aujourd'hui même. Vous n'aurez rien à faire, si ce n'est de rester calme et naturel. Vous serez contacté prochainement pour signer votre déposition. Très bien, maître. Merci. En raccrochant, j'ai posé ma main sur la table. Elle tremblait un peu. Non pas de peur, mais d'émotion contenue. Je venais de sceller quelque chose. Pas une vengeance, une vérité. La journée s'est écoulée lentement. Je suis allée au marché, j'ai acheté des oranges, des tomates, un bouquet de tulipes jaunes. À la caisse, Mireille m'a rejointe. Alors, elle a mordu à l'hameçon. Mireille a hoché la tête, son éternel demi-sourire au coin des lèvres. Le pire avec ces gens-là, c'est qu'ils ne doutent d'à-coups jamais, jusqu'à ce qu'ils se cognent à la réalité. De retour chez moi, j'ai préparé un pot-au-feu, un plat simple, de patience et de lenteur, exactement ce dont j'avais besoin. Le parfum du bouillon emplissait la cuisine quand le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Camille. Monique? Oui, Camille, bonjour. Dis-moi, j'ai reçu un mail bizarre de la banque, un virement qui ne correspond à rien, et il me demande pas de confirmer un mouvement. Tu aurais fait quelque chose? Mon cœur a battu un peu plus vite, mais ma voix est restée tranquille. Non, pas que je sache. Peut-être une erreur. Tu sais, les ordinateurs, parfois. Oui, oui, c'est ce que je me disais. Bon, si tu reçois un appel étrange, fais-moi signe, d'accord? Bien sûr, ma chérie. Elle a raccroché sans se douter que chaque mot, chaque son, chaque vibration de sa voix était déjà archivé dans un dossier judiciaire. Le lendemain, j'ai reçu la visite d'un gendarme en civil envoyé par le parquet. Il s'appelait lieutenant Fèvre, un homme à la politesse calme. Bonjour, Madame Delval, je viens pour recueillir votre déposition. Puis-je entrer? Je lui ai offert du café. Il a sorti son carnet et nous avons tout repris depuis le début. Les retraits, les signatures, la procuration, les preuves. Vous avez été d'une rigueur remarquable, madame, dit-il en rangeant ses papiers. J'ai été comptable, lieutenant. Et maire? Ce sont 2 métiers où il faut savoir garder des traces. Il a souri. La plainte est déposée, elle sera convoquée dans les prochains jours. Je vous conseille d'éviter tout contact d'ici là. Quand il est parti, j'ai fermé la porte doucement. L'air dans la maison semblait plus léger, presque purifié. J'ai marché jusqu'à ma fenêtre. Le ciel était gris, mais pour moi, il brillait. Le soir, j'ai reçu un message d'Alexandre. Maman, tu pourrais appeler Camille? Elle est si bizarre depuis ce matin. Elle dit qu'elle a reçu un appel étrange d'un numéro privé. Je suis restée longtemps à regarder l'écran sans répondre. Elle commençait à sentir la tempête approcher. J'ai fini par taper. Ne t'inquiète pas, mon chéri, tout finit toujours par s'éclaircir. Le surlendemain, le téléphone a sonné tôt. Encore une fois, maître Delorme. C'est fait, les autorités ont transmis la convocation. Elle devra se présenter demain matin à 9 heures. Et Alexandre? Il sera entendu plus tard, seulement comme témoin. Pour l'instant, il n'est pas visé. Je suis restée un moment silencieuse. Une part de moi aurait voulu l'épargner, lui, mon fils.
Mais une autre savait que la vérité devait éclater, quoi qu'il en coûte. Avant de raccrocher, j'ai murmuré: Merci, maître. Vous savez, je ne cherche pas à la détruire. Je veux juste qu'elle comprenne. Je le sais, madame Delval, et c'est ce qui rend votre démarche noble. Ce soir-là, j'ai dormi la fenêtre ouverte. L'air sentait la pluie et la liberté. Demain, Camille serait enfin confrontée à ce qu'elle avait fait. Et moi, je n'aurais plus à prouver que j'étais faible ou naïve. Parce que la naïveté, c'est ce qu'on croit voir chez les femmes qui se taisent. Mais le silence, parfois, n'est qu'une stratégie. Le matin du lendemain, je me suis réveillée avant le jour. Une lumière grise filtrait à travers les rideaux. Je savais que quelque chose, quelque part, allait basculer aujourd'hui. À 9 heures, pendant que Camille franchissait les portes du commissariat sans comprendre ce qui l'attendait, je versai lentement mon café. Le bruit de la cafetière couvrait le silence de la maison, comme un métronome calme. Je n'avais pas besoin d'y être. Maître Delorme m'avait prévenu. Laissez-la découvrir par elle-même. Le choc sera d'autant plus fort s'il vient de la loi, pas de vous. Et pourtant, à 10 heures passées, le téléphone a vibré. Un message d'Alexandre. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Camille vient d'être convoquée à la police. Ils disent ni qu'il y a une plainte à ton nom. Je suis restée un instant immobile. Puis j'ai répondu: Oui, il est temps qu'elle réponde de ses actes. 2 minutes plus tard, il m'appelait. Maman, mais tu es devenue folle? Sa voix tremblait entre la panique et la colère. Non, Alexandre, j'ai simplement ouvert les yeux. Tu aurais dû nous en parler, bon sang. On aurait pu arranger ça entre nous. Entre nous? Répétai-je doucement. Alexandre, je t'aime, mais quand une personne qu'on aime vous vole sans honte, ce n'est plus entre nous, c'est contre nous. Il a soupiré longuement. Tu es en train de détruire ma famille? Non, mon fils, je suis en train de sauver ce qu'il reste de la mienne. Il n'a rien dit. Puis j'ai entendu un sanglot étouffé avant qu'il ne raccroche. Je suis restée là, le combiné dans la main, sans bouger. Le silence après la tempête. Le genre de silence qui vous arrache autant qu'il vous libère. En fin d'après-midi, le téléphone a encore sonné. Cette fois, c'était Maître Delorme. Elle est sortie de l'interrogatoire. Le choc a été considérable. Elle a nié au début, évidemment, mais quand les gendarmes lui ont montré les relevés, les enregistrements et les traces du transfert, elle s'est effondrée. Et maintenant, elle est placée sous contrôle judiciaire. L'enquête suit son cours. Je n'ai pas répondu. J'imaginais Camille, assise dans cette salle blanche, son arrogance craquelée, ses mots qui s'étranglaient. Une partie de moi aurait voulu la consoler. L'autre, plus lucide, savourait enfin la vérité. Maître Delorme poursuivit: Je pense qu'il serait bon, madame Delval, que vous ne restiez pas seule ce soir. Ces moments-là sont plus lourds qu'on ne croit. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit. J'ai Mireille et la conscience tranquille. Vers 19 heures, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert, c'était Alexandre. Son visage était fatigué, les yeux rougis. Il n'avait même pas enlevé son manteau. Maman, comment as-tu pu faire ça? Je n'ai rien fait, Alexandre. C'est elle. Tu aurais pu me prévenir. Tu ne m'aurais pas cru. Il a serré les poings. Elle est détruite. Elle pleure, elle dit qu'elle ne voulait pas te faire de mal. Non, elle voulait juste se servir. Et maintenant, elle découvre ce que c'est, les conséquences. Il a détourné le regard, les mâchoires serrées. Tu la hais donc à ce point? Non, je ne la hais pas. Je veux qu'elle apprenne. C'est différent. Un long silence a suivi. Puis il a soufflé. Elle risque la prison, maman. Elle risque la vérité, c'est pire. Je me suis approchée doucement et j'ai posé une main sur sa joue. Mon fils, toute ta vie, je t'ai appris la valeur du travail, de l'honnêteté. Si je laisse passer ça, qu'est-ce que je t'enseigne? Qu'on peut trahir sans payer le prix? Ses lèvres ont tremblé. Il a reculé d'un pas, secoué. Tu ne sais pas ce que tu fais. Si, Alexandre, pour la première fois depuis longtemps, je sais exactement ce que je fais. Il est parti sans un mot de plus, la porte claquant derrière lui. La nuit est tombée, et avec elle, un étrange mélange de tristesse et de fierté. J'ai allumé la lampe, pris une feuille blanche et écrit une lettre. Pas pour la justice, pour lui. Mon fils, je sais que tu me juges. Mais un jour, quand tu verras les choses avec recul, tu comprendras. On ne défend pas sa dignité pour blesser, mais pour ne plus être blessé. Tu finiras par me pardonner, j'en suis sûre. Maman, j'ai glissé la lettre dans une enveloppe et l'ai posée sur la table. Puis je me suis assise dans le vieux fauteuil près de la fenêtre. Dehors, la pluie commençait à tomber.
pas une pluie triste, une pluie qui nettoie. Et tandis que les gouttes frappaient le verre, j'ai murmuré pour moi-même: ce soir, Camille dort avec sa conscience, moi avec la mienne, et c'est la première fois depuis des années que je dors tranquille. Le lendemain matin, j'ai ouvert les volets. Le ciel de Bordeaux était d'un bleu pâle, comme lavé pendant la nuit. L'air semblait différent, plus léger, presque neuf. J'ai préparé un café et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai pris mon temps pour le savourer. Aucun appel, aucun message. Ni d'Alexandre, ni de Camille. Le silence. Mais cette fois, il ne pesait plus. Il libérait. À 11 heures, j'ai reçu un appel du cabinet de maître Delorme. Madame Delval, bonjour. Nous venons d'apprendre que le procureur a décidé d'ouvrir officiellement la procédure. Camille Dupont est désormais mise en examen pour abus de faiblesse et falsification de documents bancaires. C'est officiel? Oui, et il y aura convocation au tribunal dans les prochaines semaines. Je suis restée muette quelques secondes. Le mot officiel avait un goût étrange. Ce n'était plus une histoire familiale, c'était la loi, noir sur blanc. Je ne sais pas quoi dire, ai-je murmuré. Dites simplement que vous avez tenu bon, Madame Delval. Et croyez-moi, toutes les preuves que vous avez réunies rendent votre dossier exemplaire. Merci, maître. Vous savez, je ne voulais pas en arriver là. Je le sais, répondit-il doucement. Mais parfois, il faut qu'une génération se lève pour rappeler aux autres ce qu'est le respect. Après avoir raccroché, je me suis assise au salon, les mains jointes. Les souvenirs affluaient, les repas partagés, les rires autour de la table, la petite Lucie qui courait dans le jardin. Tout cela semblait appartenir à une autre vie, une époque où j'étais encore confiante, où le mot famille ne signifiait pas trahison. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais plus la force. Ou peut-être plus le besoin. Vers midi, Mireille a frappé à la porte avec son éternel panier à linge. Alors, ma belle, les nouvelles? Je lui ai raconté. Elle a écouté sans m'interrompre, puis a hoché la tête lentement. Tu sais, Monique, on dit souvent que la justice est lente, mais elle finit toujours par arriver. Et toi, tu n'as rien volé, tu as seulement rendu les choses justes. Justes, oui, mais à quel prix? Mon fils ne me parle plus. Laisse-lui du temps. Les fils, ça pardonne plus tard quand ils comprennent. Mais les mères, elles doivent tenir avant. Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Dans l'après-midi, j'ai reçu un message inattendu. Maman, Camille est effondrée. Elle dit qu'elle veut te voir, juste te parler, pas pour se disputer, pour s'expliquer. Je suis restée longtemps à regarder l'écran. J'ai fini par répondre. Pas maintenant, Alexandre. Ce n'est plus moi qu'elle doit convaincre. M'enceinte, c'est la vérité. Le lendemain, la presse locale publiait une brève dans la rubrique Faits divers, une femme de 38 ans mise en examen pour abus de faiblesse envers sa belle-mère âgée. Les faits remontent à plusieurs mois. L'enquête est en cours. Je n'avais jamais imaginé lire un jour ma propre histoire dans le journal. Mon nom n'y figurait pas, mais je le voyais entre les lignes. Belle-mère âgée. Oui, c'était moi, et pour la première fois, ce mot ne me faisait plus honte. En fin d'après-midi, j'ai reçu un appel de Lucie, ma petite fille, sa voix claire, douce, sans savoir tout ce qui se passait autour d'elle. Mamie, pourquoi papa et maman sont tristes? J'ai respiré profondément avant de répondre. Parce qu'ils apprennent, ma chérie. Parfois, les grandes personnes doivent apprendre comme les enfants, à ne pas faire de bêtises. Tu es fâchée? Non, mon ange, je suis juste plus forte. Quand j'ai raccroché, j'ai senti une larme couler. Pas de douleur, une larme de paix. Le soir venu, j'ai reçu un dernier appel de maître Delorme. Une bonne nouvelle pour finir la journée, Madame Delval. Le juge d'instruction a ordonné le gel des comptes bancaires de votre belle-fille, ainsi que la restitution immédiate de toutes les sommes transférées. Vous voulez dire que l'argent va revenir? Oui, et légalement, elle ne pourra plus toucher un centime de vos comptes. J'ai fermé les yeux, un sourire imperceptible sur les lèvres. Merci, maître. Pas pour l'argent, pour la dignité. Il a ri doucement. Vous êtes une femme rare, Madame Delval, et je crois que votre histoire en inspirera plus d'une. Ce soir-là, j'ai dîné seule, comme souvent, mais dans une maison qui me semblait enfin redevenue la mienne. Chaque objet, chaque photo, chaque bruit me paraissait plus net. J'ai allumé une bougie sur la table et murmuré pour moi-même: ce n'est pas la victoire d'une vieille femme, c'est la revanche du respect. Et pour la première fois depuis longtemps,
J'ai dormi profondément, sans rêve, sans peur. La loi avait parlé, et moi, je n'avais plus besoin de crier. Le matin du procès, la lumière était étrange, ni claire ni sombre, un entre-deux, comme si le ciel hésitait entre la pluie et la vérité. J'ai enfilé mon manteau bleu marine, celui que j'avais gardé pour les grandes occasions, et j'ai épinglé ma broche de perles, cadeau de mon mari, un geste de dignité, plus qu'un symbole. À 69 ans, on n'a plus besoin d'impressionner personne. On doit simplement rester debout. Devant le tribunal de Bordeaux, il y avait du monde, des familles, des avocats, des témoins. J'ai reconnu maître Delorme, qui m'attendait près des marches. Vous êtes prête, madame Delval? Aussi prête qu'on peut l'être pour juger son propre sang. Ce n'est pas vous qui jugez, répondit-il doucement. Vous êtes là pour rappeler la justice, pas la vengeance. Je l'ai suivi dans la salle d'audience. Tout était froid. Les bancs, le marbre, l'air. Pourtant, au fond de moi, quelque chose brûlait doucement. Camille était déjà là. Je l'ai vue immédiatement. Tailleur gris, les cheveux relevés, les yeux cernés. Rien de l'assurance arrogante qu'elle affichait jadis. À ses côtés, Alexandre, le visage fermé, épuisé. Il n'a pas osé me regarder. Quand le juge est entré, tout le monde s'est levé. Puis l'audience a commencé. Le procureur a pris la parole en premier. Sa voix résonnait, ferme, posée. Madame Camille Dupont est poursuivie pour abus de faiblesse, escroquerie aggravée et falsification de documents officiels. Les faits sont établis par les relevés bancaires, les témoignages et l'expertise graphologique. Camille gardait la tête baissée. Ses mains tremblaient légèrement. Le juge a ensuite demandé à maître Delorme de présenter la partie civile. Madame Delval n'est pas ici pour réclamer vengeance. Elle veut simplement rappeler qu'à tout âge, le respect n'est pas une faveur, mais un droit. Ces mots m'ont traversé comme une caresse et une lame à la fois. Puis ce fut au tour de Camille de parler. Sa voix, quand elle s'est enfin élevée, n'avait plus rien de la jeune femme sûre d'elle. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je pensais que je l'aidais. Elle avait besoin d'aide avec ses comptes. Je voulais juste éviter qu'elle se fasse avoir. Le juge a levé les yeux vers elle. En vidant son compte pour créditer le vôtre? Ah, ce n'était pas comme ça. J'allais tout remettre, je voulais juste. Mais sa phrase s'est perdue dans un sanglot. Je la regardais et malgré tout, une partie de moi avait mal. Elle était la femme de mon fils, la mère de ma petite fille. Et pourtant, à cet instant, elle n'était qu'une étrangère prise dans son propre piège. Le juge s'est tourné vers moi. Madame Delval, souhaitez-vous dire quelque chose? J'ai pris une inspiration. Ma voix était douce, mais chaque mot pesait. Oui, monsieur le juge, j'aimerais simplement rappeler que le vol, ce n'est pas seulement prendre de l'argent, c'est aussi enlever à quelqu'un la confiance qu'il avait dans sa famille. On peut remplacer les euros, mais pas la dignité. Un silence a suivi, long, dense, respectueux. Le juge a hoché la tête. Merci, madame. Vous venez de résumer ce que la justice tente de réparer. Quand le verdict est tombé, il n'y a pas eu de surprise. Camille a été reconnue coupable d'abus de faiblesse et condamnée à 1 an de prison avec sursis, une amende et l'obligation de me rembourser la totalité des sommes détournées avec dommages et intérêts. Alexandre, lui, n'a pas été poursuivi, mais le juge lui a adressé une remarque sévère. L'amour n'excuse pas la cécité. Camille a éclaté en larmes. Elle s'est tournée vers moi. Monique, je suis désolée? Ah, je l'ai regardée. Moi aussi. Pas de haine, pas de vengeance. Juste une tristesse polie, comme une porte qu'on ferme doucement pour ne plus jamais la rouvrir. Dehors, en sortant du tribunal, le vent m'a frappé le visage. Il faisait froid, mais je respirais mieux. Maître Delorme s'est approché. Vous avez été exemplaire? Non, maître, j'ai juste été lucide. Nous avons marché quelques pas ensemble. Puis, il a ajouté: vous savez, dans 20 ans, on parlera peut-être encore de votre dossier à la faculté. Une belle leçon de courage et de méthode. J'ai ri doucement. Tant mieux. Peut-être qu'alors les jeunes comprendront qu'on ne sous-estime jamais une vieille femme avec un dossier bien classé. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai posé mon manteau, retiré mes chaussures et allumé la radio. Un air de piano flottait dans la pièce. Je me suis assise dans le silence, les mains sur les genoux. Je ne ressentais pas la victoire, ce n'était pas un triomphe, juste une justice rendue. Camille allait vivre avec sa honte. Alexandre, avec son silence. Et moi, avec ma paix retrouvée. Je me suis levée,
ai ouvert la fenêtre. Le vent du soir sentait la pluie et les promesses, et dans le reflet de la vitre, j'ai vu mon visage, plus droit, plus fort. La justice avait parlé, mais le vrai jugement, celui du cœur, je l'avais déjà prononcé. Le jour où le verdict est devenu définitif, j'étais dans ma cuisine, un rayon de soleil traversait les rideaux et la radio diffusait un vieux morceau de Brel. Ce fut Maître Delorme qui m'annonça la nouvelle. Madame Delval, la procédure est close, le délai d'appel est écoulé, le jugement est donc exécutoire. Restitution intégrale, dommages et intérêts, interdiction de gestion sur vos comptes pour Madame Dupont pendant 5 ans. Je suis restée silencieuse, la tasse entre les mains. Alors, c'est fini? Oui, madame, vous avez gagné. Gagné. Ce mot m'a paru étrange. On ne gagne rien dans une histoire pareille. On récupère un peu de ce qu'on nous a volé, l'argent, la paix, la place qu'on n'aurait jamais dû perdre. Mais on ne gagne pas. On se relève, simplement. Les semaines qui ont suivi furent calmes, presque trop. Les virements restitués sont arrivés, un par un. La banque m'a envoyé un courrier officiel. Votre compte a été rétabli dans son intégrité. J'ai rangé la lettre dans un classeur entre assurance et impôt, une page parmi d'autres. Un matin, alors que je revenais du marché, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte. Pas d'adresse d'expéditeur, juste mon nom. L'écriture était hésitante. À l'intérieur, une lettre courte sur un papier froissé. Monique, je ne dors plus. Je ne mange plus. J'ai honte et c'est tout ce que je mérite. Je ne cherche pas ton pardon, seulement à te dire que j'ai compris. Je voulais être forte, indépendante, et je suis devenue ce que je méprisais. Prends soin d'Alexandre et de Lucie. Dis à ta petite fille que sa mère l'aime. Camille. Je l'ai relu plusieurs fois. Pas de colère, pas de vengeance dans ces lignes. Juste une femme effondrée. Je n'ai pas répondu. Mais ce soir-là, avant de me coucher, j'ai glissé la lettre dans mon tiroir, à côté de la photo de famille. Une manière de dire « Je n'oublie pas, mais je n'en veux plus ». Alexandre, lui, mit du temps à revenir. 1 mois, peut-être plus. Puis, un matin de juin, il s'est présenté à ma porte, les traits tirés, les mains dans les poches. « Salut, maman. »« Entre », ai-je simplement dit. Il est resté debout dans le salon, comme un étranger. Je ne sais pas quoi te dire. Alors ne dis rien, bois un café. Nous avons bu en silence. Puis, il a levé les yeux vers moi. Tu avais raison. Je n'avais pas besoin de lettres, Alexandre. Il suffisait que la vérité sorte. Camille, elle essaie de se soigner. Elle voit quelqu'un. Elle dit que tu lui manques. J'ai haussé les épaules doucement. Elle m'a prise pour une cible, pas pour une mère. C'est difficile à oublier. Il a hoché la tête. Lucie demande souvent quand elle te reverra. Ces mots-là ont fissuré quelque chose en moi. Dis-lui que bientôt, ai-je murmuré. La semaine suivante, ils sont venus tous les trois. Une visite simple, sans promesse. Lucie a couru vers moi en criant « Mamie !» et j'ai senti mon cœur fondre. Camille, Teddy est restée qu'en retrait, pâle, humble. Elle n'a pas cherché à se justifier. « Bonjour Monique. »« Bonjour Camille. » Nos regards se sont croisés et pour la première fois, je n'y ai pas vu de mensonge, juste de la fatigue, du regret. Je lui ai servi du thé. Nous avons parlé de Lucie, de l'école, du jardin. Rien d'autre. Pas un mot sur la trahison, pas un mot sur le procès. Mais parfois, le silence est la seule forme de pardon possible. Quand ils sont partis, Alexandre m'a embrassée sur la joue. « Merci, maman. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement refermé la porte, puis je me suis tournée vers la fenêtre. Dehors, la lumière tombait sur les platanes. J'ai respiré profondément. Le soir, j'ai repris mon carnet de comptes. À la dernière page, là où autrefois j'écrivais mes dépenses, j'ai noté une seule phrase. On peut perdre beaucoup, mais on ne perd jamais sa dignité si on se bat pour elle. Et en dessous, j'ai ajouté « Dossier Camille, clos ». Puis j'ai fermé le carnet calmement, avec le sentiment d'avoir tourné la plus lourde page de ma vie. Cette nuit-là, en m'endormant, j'ai compris que la justice ne rend pas seulement l'argent, elle rend la fierté d'exister debout, sans honte, sans peur. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas endormie en vieille femme trahie, mais en femme libre. Le matin s'est levé sur un silence nouveau, pas celui du manque, ni celui des blessures, un silence apaisé, presque doux, comme si la maison elle-même respirait enfin normalement. Je me suis levée tôt, comme toujours, mais cette fois sans lourdeur.
J'ai ouvert les volets et le vent du large est entré, chargé de sel, parce que désormais je vivais près de la mer. Quelques semaines après le verdict, j'avais vendu ma vieille maison à Bordeaux, trop pleine de souvenirs, trop pleine de fantômes. J'avais trouvé un petit appartement à Arcachon, au troisième étage d'un immeuble blanc, avec une terrasse donnant sur le bassin, pas grand, pas luxueux, mais à moi seule. Quand j'ai signé les papiers, le notaire m'a souri. C'est un beau tournant, Madame Delval, et j'ai répondu non, monsieur, c'est juste un retour à moi-même. Les premiers jours à Arcachon ont eu un goût d'apprentissage. Apprendre à vivre seule, non plus comme une veuve, mais comme une femme enfin indépendante. Je faisais mes courses au marché, je saluais les pêcheurs du coin, je prenais un café face à la mer. Parfois, je regardais les jeunes couples passer et je me disais, s'ils savaient de combien la liberté a de valeur, ils marcheraient plus lentement. Un matin, j'ai reçu un colis sans expéditeur. À l'intérieur, un dessin. Lucie avait dessiné Mamie et la mère. Au dos, quelques mots d'Alexandre. Elle parle souvent de toi. Elle te regarde sur les photos. Elle demande quand elle pourra venir voir les bateaux avec toi. Camille dit va mieux, moi aussi. Je suis restée un long moment à caresser le papier du bout des doigts. Il y avait là, dans ces mots simples, plus de paix que dans tout un procès. Chaque soir, je marchais sur la jetée. Le vent jouait avec mes cheveux, la lumière du crépuscule faisait danser les reflets sur l'eau. Je repensais à tout ce qui s'était passé, la trahison, la peur, la colère, et puis la lente reconstruction. On croit souvent que les blessures te font vieillir, mais parfois elles réveillent. Je n'étais plus la Monique qui comptait les centimes et les silences. Je n'étais plus la belle-mère qu'on manipule, ni la mère qui se tait pour préserver la paix. J'étais simplement moi, et ça suffisait. Un soir, en rangeant un vieux carton, j'ai retrouvé la pochette beige, celle du dossier Camille. Les copies des relevés, les lettres d'avocat, la procuration falsifiée. Je l'ai posée sur la table, je l'ai ouverte une dernière fois. Puis, lentement, j'ai pris les feuilles et les ai glissées dans la cheminée. Le feu a pris tout de suite, vif, sans hésitation. Les flammes ont léché les bords du papier, les chiffres, les tampons, les signatures. J'ai regardé brûler tout ce qui m'avait blessée, non pas avec rancune, mais avec reconnaissance, parce que, d'une certaine manière, sans tout cela, je ne me serais jamais retrouvée ici. Quand le feu s'est éteint, j'ai murmuré « Merci pour la leçon ». Plus tard, alors que je fermais les volets, j'ai aperçu une silhouette familière au bout de la rue, Mireille. Elle venait passer quelques jours à Arcachon. Alors, ma belle, dit-elle en déposant son sac, on dirait que la mer te va bien. Elle m'a appris à respirer, ai-je répondu en souriant. Elle a regardé autour d'elle, les rideaux clairs, les livres, les coquillages sur la table. C'est drôle, Monique, chez toi, tout semble à sa place, même toi, parce qu'enfin, tout l'est. Nous avons ri doucement, comme deux vieilles complices. Puis elle a ajouté « Tu sais, je crois que tu devrais raconter ton histoire. Les gens pensent que que vieillir, c'est se taire. Toi, tu prouves le contraire. » J'ai haussé les épaules. Peut-être un jour. Pour l'instant, j'écris pour moi. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon carnet, page blanche. Silence. Et puis, j'ai écrit. J'ai compris qu'à tout âge, on peut renaître. La douleur ne détruit pas, elle polit. Et parfois, il faut qu'on nous prenne tout pour qu'on découvre qu'on n'avait besoin que de soi. J'ai refermé le carnet et soufflé la lampe. Dehors, les vagues chantaient doucement, comme une berceuse. Et pour la première fois, depuis des années, je me suis endormie sans repasser le passé, parce qu'il n'y avait plus rien à prouver, plus rien à craindre et plus rien à perdre. Ce matin-là, la lumière s'est glissée dans mon appartement comme un sourire, l'air sentait la mer, le café et le calme. J'ai allumé ma caméra, posée sur la petite table face à la baie vitrée. Pas de maquillage, pas d'artifice. Juste moi, Monique Delval, 69 ans, femme ordinaire avec une histoire que personne n'aurait cru possible. Je suis restée un instant à regarder le voyant rouge s'allumer. Et puis, sans notes, sans texte, j'ai commencé à parler. Bonjour. Si vous écoutez ça, c'est que vous aimez les histoires vraies. La mienne en est une. Pas spectaculaire, pas romanesque. Juste celle d'une femme à qui on apprit ce qu'elle avait et qui a décidé de ne plus se taire. J'ai marqué une pause. Derrière moi, la mer scintillait paisible. J'ai longtemps cru qu'avec l'âge, on devait tout accepter. Les humiliations, la dépendance, la peur de déranger. Et puis un jour, quelqu'un m'a volé, pas seulement de l'argent, mais
Non, c'était pire. On m'a volé la confiance. Alors j'ai utilisé la seule arme que beaucoup oublient, la loi. Je me suis approchée un peu plus de la caméra. Si vous avez l'impression qu'on vous manipule, qu'on vous rend invisible, ne laissez pas faire. Vous avez des droits, vous avez une voix, et même si elle tremble, même si on vous dit que c'est inutile, parlez, cherchez de l'aide. Parce que le silence, lui, ne protège personne. Ma voix s'est adoucie. Aujourd'hui, je vis seule, près de la mer. Je n'ai plus peur. J'ai appris que la force n'a rien à voir avec l'âge, ni avec le bruit qu'on fait quand on se défend. La vraie force, c'est celle qu'on garde quand tout semble perdu. Je me suis interrompue quelques secondes. Une mouette a traversé le ciel derrière moi. J'ai souri. Alors, si cette histoire vous touche, ne partez pas sans agir. Soutenez les personnes âgées autour de vous, écoutez-les et surtout, abonnez-vous ici parce que je veux continuer à raconter ces histoires vraies, celles des femmes et des hommes qu'on croyait faibles et qui un jour ont prouvé le contraire. Je me suis penchée vers la caméra, le ton plus doux, presque complice. N'oubliez jamais, la justice n'est pas un luxe, c'est un droit, et parfois c'est elle qui nous rend à nous-mêmes. J'ai arrêté l'enregistrement. Le silence est revenu, enveloppant, beau. Sur l'écran, mon visage apparaissait calme, sûr, plus vivant que jamais. Je suis allée sur la terrasse. Le vent salé a effleuré mes cheveux gris. En bas, une famille se promenait, la petite fille riait, le père portait un cerf-volant rouge. J'ai fermé les yeux, laissant le bruit de la mer couvrir tout le reste. Ce n'était plus une fin, c'était un recommencement. Et en moi, quelque chose murmurait: vieillir, ce n'est pas disparaître, c'est apprendre à briller autrement.